mener la lutte dans laquelle nous sommes engagés. Donc, vraiment, le moins de protocole possible. Je D'accord. vous en prie. Merci, c'est noté. Merci beaucoup, Madame Adjamagbo. Merci pour ce plaisir que vous nous faites. Donc, nous allons, si vous le permettez, commencer par vous présenter votre biographie rapidement et à tous ceux qui nous écoutent, et ensuite vous laisser la parole pour nous donner vous présenter à vous aussi et nous donner un peu votre rôle de député, nous décrire un peu votre rôle de député à l'Assemblée nationale. Donc, c'est parti. Alors, vous êtes né le 26 décembre 1958 à Bassar, dans une localité située dans le nord-ouest du Togo, et de votre père, médecin, feu docteur Paul Adjamagbo, et de votre mère, sage-femme Cornélie. Voilà. Vous avez fait vos études primaires, secondaires et universitaires au Togo, où vous avez obtenu une maîtrise en sciences politiques en 1983, avant de vous envoler pour Paris, où vous avez décroché un DEA en droit privé à l'université de Paris 5, Malakoff, puis un second DEA en droit privé, en droit comparé, option droit africain. Voilà. Et après, afin d'obtenir votre thèse de doctorat en 1986 à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. Donc, revenu au Togo, vous avez entamé une carrière d'enseignante à l'École supérieure des carrières juridiques et administratives, c'est l'ESA-CJ, l'actuelle faculté de droit de l'Université de Lomé, d'abord comme vacataire, puis assistante titularisée en 1988. C'est bien ça. Je ne me C'est trompe bien pas, ça. j'espère. Voilà. On va maintenant aborder votre carrière politique, si vous le permettez. La carrière politique de Madame Kafi Adjamagbo démarre au lendemain du 5 octobre 1990 avec l'obtention de son doctorat en droit et de son engagement dans la CDPA étant membre fondatrice. Donc, élu au poste de rapporteur général du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine. Donc, vous étiez le rapporteur général du bureau provisoire de la Conférence nationale souveraine en 1991. Vous étiez surnommé le président me charge de vous dire, le petit. Et vous décrochez vite des postes très importants dans la politique. Vous avez siégé au Haut Conseil de la République, le Parlement de transition, avant d'être nommé ministre du Bien-être social, des droits de l'homme, de la solidarité nationale dans le premier gouvernement de transition. Au sorti du gouvernement, vous étiez, je pense, suite à des désaccords sortis du gouvernement, et vous avez, voilà, créé vous-même des organisations, notamment l'organisation GF2D, Groupe d'action et de réflexion Femmes, démocratie et développement. Voilà, dont vous étiez la secrétaire générale jusqu'en 1997. Donc, en Vous mars. savez tout. Vous savez pratiquement tout. Je Parfait, vois. parfait. Mais c'est important de le dire pour que les gens sachent votre parcours et voilà, votre légitimité à pouvoir aborder certains sujets. Voilà, c'est surtout pour ça. En mars 2010, vous étiez la première femme candidate à l'élection présidentielle du Togo. Et en août 2012, depuis 2012, vous êtes la secrétaire générale de la Convention démocratique des peuples africains, un parti d'opposition. Et opposante, vous êtes la seule femme à être élue de la liste dynamique pour la majorité de l'Assemblée du peuple, la DMP, à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc vous êtes depuis le mois de mai 2024 député DMP à l'Assemblée nationale. Et je rappelle que lors de ces élections législatives, euh, il y a eu, je pense, cinq leaders d'opposition qui ont été élus
et que vous êtes avec Monsieur Goguet les seuls à siéger dans l'opposition, à siéger dans l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Et on voudrait rappeler aussi que vous êtes une militante acharnée des droits de l'homme, des droits humains, donc droits de l'homme avec un grand H. Parallèlement à la politique, vous avez milité pour la démocratie, les droits des hommes, des droits humains dans plusieurs organisations de la société civile, à savoir Non-Violence et Démocratie, euh, Wow. voilà, et le collectif Association Féminine, CAF, qui a été à l'avant-garde de la lutte pour la démocratie aux côtés des partis politiques d'opposition. Votre engagement ne s'arrête pas au Togo et à ce titre, vous avez occupé plusieurs autres postes de responsabilité, notamment la présidence du Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, la FOSCAO, si c'est bien ça. La force KO La ou le FOSCAO, wax. voilà, en anglais, WAX. Ah, ok. Et de 2004 à Wax. 2006, quand même, voilà, en anglais de WAX. Donc aujourd'hui, vous êtes la coordinatrice de WILDAF, FEDAF, Femmes, Droits et Développement en Afrique. Donc c'est un réseau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, vous jouez un rôle clé dans le plaidoyer qui a conduit l'Union africaine à adopter en 2003 le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des Wow. peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique. Donc ça, c'est très important, que vous faites aussi un travail de plaidoyer très intense en dehors du Togo pour le droit des femmes en Afrique. Donc c'est très important de le faire, c'est rare. C'est rare qu'on ait des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques dans notre pays qui s'investissent autant dans des actions africaines. En tout cas, merci pour votre invitation. On s'arrête là pour le moment. Je pense que vous allez nous rajouter, nous apporter d'autres précisions, mais en tout cas, merci beaucoup. Et donc, je vous laisse la parole, Madame la Eh bien, députée. c'est plutôt moi, c'est vraiment moi qui vous remercie parce que franchement, vous avez tout dit hein, de mon parcours. Donc, j'ai quelques petites choses mineures à rajouter. En ce qui concerne mon engagement politique, je voulais juste signaler que oui, la CDPA reconnue au Togo a été créée à la faveur de l'adoption de la charte des partis politiques, hein, juste avant la conférence nationale souveraine. Et donc, je suis membre fondateur aussi, mais je voulais rajouter que j'étais déjà membre de la CDPA clandestine, parce que la CDPA a été créée en clandestinité en 1987 et les acteurs, hein, les précurseurs de cette belle initiative sont encore vivants pour certains et il faudra leur rendre justice en apportant cette précision-là. Et c'est en 88, 89 que j'ai été contacté, que j'ai appris l'existence de cette formation politique qui avait déjà commencé du travail au Togo en clandestinité. Et donc, quand j'ai été contacté, je me suis dit, waouh, c'est une opportunité pour contribuer à transformer mon pays. Et donc, j'ai pas hésité un seul instant à adhérer à ce parti clandestin. Je voulais ajouter aussi que vous aurez remarqué que depuis 97, je me suis engagé dans le WILDAF, Women in Law and Development in Africa, qui est un réseau panafricain de droits des femmes. Mais avant cet engagement-là, vous avez raison de dire que je me battais pour les droits de l'homme de manière générale. Mais je voudrais signaler que pour moi, ça a été un tournant important.
d'être allé au WILDAF pour deux raisons. D'abord, je me disais, c'est une opportunité pour travailler sur quelque chose de concret qui va permettre au droit de changer la vie des femmes. Hein, enseigner à l'université, je l'ai fait, mais je commençais à déprimer. Je commençais à déprimer parce que je me posais la question de savoir est-ce que je suis vraiment utile si je contribue à former des jeunes qui sont des chômeurs, des jeunes qui sont paumés, et si je continue à enseigner un droit qui est basé sur une pensée juridique étrangère. On travaille avec des outils de sociétés étrangères qui, de surcroît, sont des anciennes puissances coloniales. Bref, je me suis dit, quand il y a eu une opportunité, il y a eu un poste qui a été créé au WILDAF pour coordonner le bureau que ce réseau allait mettre à Lomé pour toute l'Afrique de l'Ouest. Très rapidement, je me suis présenté et j'ai été reçu. Donc, c'était une occasion pour moi de faire quelque chose de concret, de changer la vie de mes concitoyens, notamment des femmes, mais aussi, surtout, c'était une opportunité de me mettre à l'abri de toute pression pour pouvoir mener le combat dans lequel je m'étais engagé. Être à l'université, je suis convaincu aujourd'hui que si j'étais resté à l'université, j'aurais eu du mal à faire le cheminement là que j'ai fait. J'aurais été plus vulnérable D'accord. face à notre adversaire commun. Et je veux juste finir en disant que j'ai pris ma retraite au WILDAF depuis février dernier. Et donc, je me sens totalement libre et beaucoup plus libre pour me consacrer uniquement au combat politique, même si j'ai été soutenu dans mon réseau. Mes patronnes, j'ai toujours eu des conseils d'administration qui savent que je suis engagée politiquement en tant que femme et qui m'ont soutenu, qui n'ont rien fait pour me décourager. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour ces précisions. Ça montre vraiment l'importance de vos engagements. Mais ce que vous venez de dire, je veux retenir un terme qui m'a un peu choqué, c'est que vous avez été déprimé par le fait d'enseigner un droit étranger aux étudiants togolais. Je veux dire, qu'est-ce qui a pu vous atteindre à ce point et que malgré ça, vous avez quand même l'énergie de vous investir pour la jeunesse, pour cette jeunesse togolaise. Parce que là, votre niveau d'engagement, ce n'est pas un simple niveau, ce n'est pas simplement politique. Ça, c'est un niveau intellectuel. Vous avez voulu changer vraiment la mentalité des jeunes politiques. Donc, qu'est-ce qui a pu vous atteindre à ce point et comment vous avez retrouvé l'énergie pour continuer malgré ça? Mais j'ai constaté moi-même, j'ai fait la faculté de droit ici à l'école supérieure de carrière juridique. À l'époque, ça s'appelait. Et c'est vrai, déjà à l'époque, nous aussi, on a été formés sur la base d'outils empruntés au droit français. Par exemple, pour ceux qui sont juristes, ils savent qu'avant de devenir un juriste, il y a comment dirais-je, des exercices qu'il faut vraiment maîtriser. C'est savoir commenter un arrêt ou
une Exactement, décision. ou une décision juridique. Voilà. Voilà. Et vous pouvez vous imaginer que tous ces exercices-là fondamentaux, on les faisait sur la base de décisions de justice rendues en France, rendues par Voilà. des juges français. Et donc, on maîtrisait totalement la jurisprudence française, sauf que quand vous étudiez cette décision de justice-là, vous vous rendez compte que elles ont un sens dans le contexte sociologique occidental. Hein? Quand, par exemple, on vous dit Exactement. que il y a euh, euh, des dommages qui ont été causés, euh, euh, par exemple, par la cheminée. On vous parle de cheminée. Mais pour un Français né là-bas et vivant là-bas, mais il comprend ce que c'est qu'une cheminée. Mais nous, en Afrique ici, où nous avons chaud, il faut pouvoir, pour que les étudiants comprennent, il faut pouvoir leur expliquer que dans cette société-là, sur une longue période de l'année, il fait tellement froid que chaque maison doit être équipée de cheminées ou de chauffage, hein, de cheminées qui produit de la fumée hein, qui peut déranger. Et les inconvénients de voisinage, hein, par exemple, c'est vrai que nous, ici aussi, on en connaît. Par exemple, quand vous avez des bars qui sont installés près de chez vous et qui causent beaucoup de bruit, mais il y a des niveaux de tolérance que nous avons ici, mais qui ne peuvent pas être imaginés dans ces sociétés-là où chacun vit enfermé chez soi. Il faut éviter de déranger hein, au maximum. Tous les Africains ont des anecdotes de voisins qui viennent taper à leur porte pour leur dire vous faites trop de bruit, ne faites pas de bruit. Maintenant, allons sur le terrain du droit public. Quand vous enseignez l'État-nation, vous enseignez la Constitution, la démocratie, et que vous vous rendez compte que tout ce que vous enseignez là, ça n'a aucun impact sur notre vie. Hein, vous imaginez avant le soulèvement de 90, parler de constitution et de séparation de pouvoir et tout ça, même si ça pose toujours un problème aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Togo fonctionne vraiment avec une séparation de pouvoir entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et tout ça. Mais avant, c'était pire. Donc, c'était quelque chose de complètement théorique qui n'avait aucune emprise hein, sur la vie publique et même la vie privée, le droit privé que nous enseignons. Hein, l'exemple du mariage, on vous disait, le mariage est une union entre un homme et une femme et parmi au rang des conditions du mariage, il faut le consentement hein, des futurs époux. Bon, vous-même, vous savez que encore aujourd'hui, au Togo, ce n'est pas quelque chose qui est déjà rentré dans la pensée, Dans les euh, mœurs, exactement, dans nos mœurs, dans exactement. notre culture. Hein, aujourd'hui encore, on donne des filles en mariage forcé. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que c'est normal que quand leur frère meurt, que comme la coutume le dit, qu'ils épousent la Voilà. femme du frère défunt et tout ça. Et quand on ajoutait à ça le fait que vous pouviez avoir
affaire à des étudiants brillants qui finissent par obtenir leur maîtrise, mais qui n'ont pas de travail, qui n'ont, il n'y a pas de débouché sur le marché. Alors, Exactement. il m'arrivait souvent d'en rencontrer plusieurs à qui je demandais qu'est-ce que vous faites, vous êtes devenu quoi? Et quand on me répondait non, on ne fait rien, on cherche, tout ça à un moment donné a contribué à me démoraliser, m'amener à me poser la question de savoir est-ce que je suis vraiment utile? Ce que je fais, ça me permet de gagner ma vie, mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que je ne peux pas gagner ma vie ailleurs en étant utile? Et j'avoue que j'ai eu une très grande satisfaction quand j'ai pris la décision, d'abord de manière prudente, j'ai demandé une mise en disponibilité en me disant, bon, je vais essayer de voir. Et puis, très rapidement, au bout de 4 ans, j'ai converti cette mise en disponibilité là en détachement pour ne plus rien avoir avec l'État togolais et être totalement indépendante. J'aurais pu occuper des postes ailleurs dans d'autres pays, mais je pense que le Seigneur m'a aidé en trouvant un poste international avec résidence dans mon pays et donc en ayant la possibilité de De d'être là continuer votre, et de voilà, et de continuer à me continuer votre battre. engagement. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, madame, pour toutes ces explications. Ça nous amène donc au premier sujet, au premier sujet, d'abord à la deuxième question, qui est votre rôle, puisque vous avez fait état donc de tous ces manquements-là, notamment dans le système de l'enseignement supérieur, qui est un vrai décalage entre l'enseignement prodigué aux jeunes et les réalités de nos pays, les réalités sociologiques Absolument. de notre pays. Donc Absolument. aujourd'hui, vous avez eu, je pense que c'est un peu, ça fait partie aussi de votre motivation pour votre engagement dans la politique. Et aujourd'hui, en tant que député, déjà, est-ce que pour nous rappeler le rôle du député et qu'est-ce que vous mettez en, en œuvre à votre niveau pour pouvoir changer les choses, ces choses-là, ces sujets en particulier? Merci. Merci beaucoup. J'étais vraiment séduite de constater tout récemment, lorsque j'ai initié des visites dans des écoles, primaires, hein, et j'étais étonné de comprendre quand on posait la question aux élèves de savoir qu'est-ce qu'un député, est-ce que vous savez ce qu'un député fait. J'ai été surprise agréablement de constater que on leur apprenait dans leur module de CM, éducation civique, ECM là, je ne sais plus, M, je sais plus Oui, comment. CM1, CM2. Oui, effectivement, c'est les cours d'éducation civique, comme nous Voilà. avons eu, c'est ça, Et donc, exactement. ils étaient en mesure de dire, pour certains, un député fait des lois, hein, et puis et d'autres ont ajouté contrôle l'action gouvernementale. Donc, en fait, c'est les deux rôles hein, reconnus aux députés, légiférer, mais aussi contrôler l'action gouvernementale. Et je dois dire que dans notre pays, depuis que formellement hein, on est rentré en démocratie et qu'il y a des élections multipartites pour installer des assemblées nationales, je dois dire que le niveau de notre démocratie n'a pas permis jusqu'ici
que les députés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est souvent que les Togolais se posent la question de savoir à quoi ils servent vraiment. On demande aux députés de l'opposition qu'est-ce que vous avez pu faire adopter comme loi pour changer la situation des Togolais. En ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, n'en parlons pas. Et donc, nous, à la DMP, on a décidé qu'il fallait que nous occupions le seul siège qui nous a été concédé, moi je dirais, parce que je dis toujours que je suis une rescapée. Et pour rigoler, quand on m'appelle député, je dis non, appelez-moi député. Mais on sait que c'est vraiment un défi, c'est un challenge que de pouvoir faire quelque chose dans les conditions dans lesquelles nous sommes à l'Assemblée. Mais nous avons dit, c'est un combat. Il ne faut pas fuir le combat là où il y a une opportunité pour combattre. Et en plus donc de ces rôles classiques qui sont ceux des députés, je pense que dans notre contexte de déficit démocratique, de résistance farouche du système dictatorial à la démocratisation du Togo, il faut occuper ce poste-là pour être d'abord le porte-parole de l'immensité des Togolais, parce que nous sommes une majorité écrasante de Togolais à vouloir être gouvernés autrement, à vouloir pour cela en finir avec ce régime. Donc, il faut être le porte-parole, même si nous sommes une minorité artificielle. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, la dernière fois, je l'ai rappelé à l'Assemblée, où, à l'occasion de l'adoption d'un rapport d'une séance de l'Assemblée, une séance au cours de laquelle nous avons, comme d'habitude, émis des avis divergents, des avis qui reflètent ce que les Togolais pensent. Eh bien, on s'est permis de nous présenter à adopter un rapport qui, je vous assure, quand vous le lisez, donnerait l'impression que on se trouve vraiment à une autre époque où tout le monde regarde dans la même direction, où il n'y a pas d'avis divergents. Alors, mon sang n'a fait qu'un tour et j'ai pris la parole pour dire, attention, vous nous avez réduit artificiellement à une minorité au sein de cette assemblée. Mais nous n'accepterons pas que vous puissiez nous réduire au silence. Et ce n'est pas normal que dans les rapports que vous nous demandez d'adopter, que les avis divergents de l'opposition ne soient pas reflétés. Et je leur ai dit, je n'adopterai pas ce rapport. Et nous souhaitons que les choses se passent autrement, parce que c'est des archives qui vont rester pour l'histoire. Normalement, dans un pays normal, une démocratie normale, ces débats-là, au cours des séances de l'Assemblée nationale, auraient dû être transmis directement pour que les populations sachent ce que ceux qui sont censés les représenter vont dire et ce qu'ils font là-bas. Mais justement, parce qu'on ne veut pas jouer la transparence, on a peur que ça éveille la conscience des Togolais, que ça les réveille, eh bien,
on refuse d'aménager la possibilité de transmettre les débats en direct. Et si vous avez suivi Guy-Marius Sagna, c'est cette habitude-là antidémocratique que le Togo arrive à imposer, est arrivé à imposer dans le Parlement de la CEDEAO, puisque Guy Marius nous informait de ce que ils ont décidé là-bas aussi de ne plus faire fonctionner la télévision de la CEDEAO à travers laquelle on pouvait être informé des débats à l'interne. Donc, euh, on est dans un contexte où, même si c'est difficile, il faut se battre pour que ce que la parole et la volonté, il faut dénoncer et il faut être témoin de ce qui se passe pour venir rendre compte au peuple en dehors de cette assemblée pour que le peuple prenne ses responsabilités en toute connaissance de cause. C'est lui le souverain. La souveraineté revient au peuple. Et ceux qui pensent, parce qu'ils se sont emparés par la force de cette souveraineté-là, ceux qui ont tendance à oublier qu'ils ne sont pas les souverains, eh bien, ils se trompent et ils risquent d'avoir des déconvenues un de ces jours. Donc, voilà un peu comment nous envisageons le rôle de député dans ce contexte-là de déficit démocratique. Et je peux vous dire que de manière concrète, donc à l'occasion de tous les débats, j'ai exprimé des positions qui sont celles du peuple et que il y a, hein, on n'a pas eu le temps jusqu'ici, mais je viens de déposer des interpellations hein, pour des membres du gouvernement au sujet de préoccupations hein, des Togolais dans le domaine des infrastructures routières, des infrastructures urbaines, mais aussi dans le domaine de la santé, où vous savez, les Togolais peinent encore à se faire soigner. Et les conditions sont loin d'être réunies pour que nous puissions jouir de notre droit à nous soigner. Je suis également en lien avec un groupe d'organisations de la société civile engagé dans un processus de plaidoyer et il est question que nous voyons à partir de la semaine prochaine comment nous organiser pour proposer faire une proposition de loi. Voilà. Mais permettez-moi de ne pas donner plus de précision. Très, très intéressant et justement, moi j'ai eu lu un communiqué de la DMP qui datait du 6 avril, ce ferait de ma part. J'ai compris que vous avez décidé de poursuivre deux lièvres à la fois, c'est-à-dire aller aux élections municipales et en même temps combattre le coup d'État constitutionnel. Moi, ma question elle est simple. La CENI et la Cour constitutionnelle peuvent-elles être considérées comme indépendantes, impartiales et objectives dans leurs décisions? La réponse est non dans l'état actuel des choses. Mais maintenant, j'imagine la question que vous êtes en train de nous poser, c'est de savoir que faites-vous alors? Que comptez-vous faire? Pour ce qui concerne la CENI, c'est un sujet que nous avons posé, c'est une anomalie que nous avons dénoncée
depuis que la DMP a été créée en avril 2003. Et je me souviens que nous avons même déposé un rapport remis un rapport à une délégation des Nations Unies qui est passée au Togo pour évaluer les conditions des élections législatives à l'époque, où nous avons expliqué clairement que cette CENI-là qu'on veut utiliser pour organiser les élections législatives n'est pas légale. Elle aurait dû être recomposée depuis, parce que les gens ont prêté serment pour servir pendant 1 an. Et nous avons naturellement mis les doigts sur d'autres anomalies, notamment la composition de la Cour constitutionnelle qui à l'époque n'était pas complète. Moi, je vous dirais tout simplement, après le non que j'ai dit haut et fort à la question que vous m'avez posée, que nous devons continuer à mener ce combat-là. Et on l'a continué, on a posé la question au régime en place, on a dénoncé et il nous est revenu la dernière fois, après la réunion du CPC, et on a écrit même par 2 fois au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que il faut changer, il faut renouveler cette CENI. Et donc, les dernières informations que nous avons, c'est que le renouvellement va se faire. Le gouvernement a déjà saisi l'Assemblée nationale pour que cette Assemblée qui a la prérogative de voter pour les gens, les commissaires là, qui vont être proposés, eh bien pour que l'Assemblée enclenche la procédure. Oui, même Madame Adjamagbo Johnson, même si la CENI est renouvelée à la demande, à votre demande, vous savez très bien que voilà, cette CENI, vous avez dit, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas objective. Même si vous allez à ces élections, voilà, c'est en quelque sorte, hein, pour reprendre certains arguments, et moi c'est ma position, hein, c'est comme si vous cautionnez ce coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que vous voulez combattre le coup d'État constitutionnel en même temps en allant aux élections. Mais ça serait plutôt bien de, je sais pas, hein, de concentrer votre énergie sur une seule lutte, c'est-à-dire faire échec à ce coup d'État constitutionnel. Je respecte votre avis, mais je voudrais vous exhorter et exhorter aussi les autres concitoyens. Je sais que, par exemple, dans Milaoué, vous êtes nombreux à avoir cette position-là. Mais je voudrais vous exhorter à voir les choses, les problèmes dans toute leur complexité et à envisager aussi des stratégies de lutte qui soient complexes. Ce que vous dites là, je suis d'accord avec vous dans la mesure où vous vous appuyez sur le fait que les institutions qui vont organiser les élections ne sont pas indépendantes. Oui, mais il faut se battre aussi pour minimiser les risques liés à la non-indépendance de cette CENI. Et comment on va pouvoir le faire? C'est en mettant comme membre de la CENI, puisque nous nous sommes hissés
hein, heureusement, même si on a réduit l'opposition lors de la dernière élection législative, l'opposition parlementaire, on l'a réduite à 5 partis, non, 4 partis, que dis-je, à 4 partis. C'est une portion congrue quand même. Selon les règles du jeu, on peut occuper le quota de la CENI qui est réservé à l'opposition parlementaire et ensuite nous organiser pour que les amis de l'opposition extra-parlementaire occupent aussi leur quota en envoyant se battre pour que ce soit véritablement des gens de l'opposition et s'approcher un peu d'une parité qui va contribuer à l'indépendance de la CENI. Il faut y aller comme dans un combat. Et il faut envisager que le problème étant complexe, les stratégies aussi doivent être complexes. Il faut que les stratégies se complètent. Moi, je suis tout à fait, je vous comprends. Et je voudrais même dire, j'ai été impressionné parce que j'ai suivi ce matin déjà à partir d'une certaine heure les débats que vous avez eus dans Milaway et je me suis dit, mon Dieu, mes compatriotes, en tout cas certains de mes compatriotes, sont arrivés à un niveau d'indignation qui est louable et d'une indignation qui peut être fécondée, qui doit être féconde. Parce que moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que je suis de ceux qui ont toujours dit, en m'appuyant sur l'ouvrage, le célèbre ouvrage de Stéphane Hessel, indignez-vous. Je suis de ces responsables politiques qui ont plus d'une fois appelé les Togolais à s'indigner. Parce que l'indignation, c'est elle qui précède l'action. Et donc, j'admire le niveau d'indignation que j'ai relevé dans les débats à Milaway, mais il nous reste tout simplement à trouver un consensus et à bâtir des stratégies multiples qui convergent vers l'objectif final que nous avons tous, qui est de faire partir ce régime, de libérer notre pays, le Togo, d'un régime dictatorial. C'est sur ce plan que je dirais que je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut concentrer l'énergie sur le combat contre la 5e République. Ça aurait pu être la 6e, la 7e ou même la 3e. Peu importe, c'est le contenu de cette 5e République qui veut instaurer une monarchie, maintenir les mêmes au pouvoir et donc empêcher que demain les Togolais, qu'arrive un jour où les Togolais puissent bien se soigner, bien manger, que nos jeunes aient un emploi. C'est ça que nous combattons. Et j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, on veut le retour de la 4e République. Est-ce que c'est ça qui va donner des emplois aux jeunes tout? Et je dis, la personne a raison. Sauf que ce n'est pas le retour de la constitution de la 4e République en soi que nous voulons. Nous l'exigeons parce que nous savons que ça va créer les conditions pour que il y ait une gouvernance autre que celle à laquelle on nous a habitués jusqu'à présent. Et, eh bien, on pourrait, pour y arriver, ne pas... personne ne dit que c'est forcément la constitution de la 4e République telle qu'elle était qui va nous amener à ce résultat. Ça peut être une 6e République et certains Togolais l'ont compris, mais l'essentiel, c'est le consensus sur les règles qui vont nous gouverner. Un consensus qui respecte la souveraineté du peuple. Donc, pour en revenir à votre question,
euh, il n'est pas incompatible, ce n'est pas incompatible de poursuivre les deux combats. D'autant plus que l'un, celui des élections, peut nous permettre au minimum de faire une avancée intermédiaire vers le grand résultat que nous voulons. Et ça peut être une voie pour arriver à ce grand résultat. Je comprends que vous pensiez que ce qu'il faut aujourd'hui maintenant, c'est le soulèvement. Vous êtes des citoyens, c'est votre droit. Vous êtes des activistes, c'est votre droit. Mais pourquoi vous pensez que vous ne pouvez pas arriver à ce que vous voulez là par la voie des élections? Ou pourquoi vous ne pensez pas que la voie des élections peut nous permettre d'arriver au résultat qu'il y a eu à la surprise, qu'il y a eu au Gabon? Ou pourquoi ça ne peut pas nous permettre d'arriver à la situation de la Turquie où un opposant qui arrive à conquérir une mairie et cette mairie centrale l'utilise comme bastion pour la lutte pour le changement de régime et la preuve arrive maintenant parce qu'on l'a arrêté à faire en sorte que la population se mobilise et soit dans la rue depuis quelque temps. Donc, madame Diamagbo, Ça ne peut pas madame nous permettre Diamagbo, d'arriver à la situation de Sonko qui était tout seul au madame Parlement. Diamagbo, si je vous comprends très bien, vous croyez au fait que vous pouvez arriver au sommet de l'État par les élections avec ce régime dictatorial. Vous nous confirmez? Que quoi? Que je crois aux élections? Vous nous confirmez que vous pouvez arriver au sommet de l'État, c'est-à-dire par l'alternance, le sommet de l'État devenant la première femme présidente du Togo par les élections avec ce régime dictatorial? Je n'ai jamais dit ça, chers compatriotes. Mais je dis que ça peut être aussi une occasion pour combattre. Et la fin, nul ne peut dire, on n'est pas dans le domaine des sciences exactes, où on peut dire, voilà ce résultat qui est prévisible à tous les coups. À tous les coups, on arrivera à ce résultat. Non, personne ne peut le dire. Tout comme vous êtes d'accord avec moi, la probabilité du soulèvement est aléatoire, au moins en ce qui concerne le moment précis, en ce qui concerne l'opportunité. Il faut peut-être travailler, il faut sensibiliser les populations comme vous êtes en train de le faire, mais avouez que vous n'êtes pas maître de la manière dont ça va arriver. Et nous ne le sommes pas non plus. Donc, tout ce que nous avons à notre portée comme arme, utilisons ça. On m'a posé la question un jour, je ne sais plus où, de savoir, mais si jamais le peuple était dans la rue, se soulevait, qu'est-ce que vous allez faire? Mais bien sûr que je fais partie de ce peuple, je ferai corps avec ce peuple, je soutiendrai sa lutte si ça arrive. Et quand j'explique les choses, quand j'explique les choses, quand je discute avec mes compatriotes, c'est pour arriver au niveau de prise de conscience et de compréhension des choses qui lui permettent de prendre ses responsabilités. Je suis tout à fait d'accord et consciente de ce que les politiques, les stratégies politiques, les stratégies des partis politiques, toutes seules, ont atteint leurs limites et ne peuvent pas faire l'affaire. Voilà. D'accord. Et que comptez-vous faire pour pouvoir empêcher ce coup d'État constitutionnel, puisque Faure Gnassingbé va être intronisé en mai, dans un mois, disons dans un mois, hein. Et la DMP, avec Ouais. voilà, tout le collectif, vous avez eu à signer une déclaration commune
Que comptez-vous faire pour empêcher, voilà, justement cette intronisation? Parce que moi, je rappelle que déjà en janvier 80, Ouais. le père Feu Yadema avait fait la même chose, voilà, en proclamant la Troisième République pour consolider son pouvoir. Et c'est ce que fait le fils également. Alors, que comptez-vous faire? Hmm. Ce que je compte faire, c'est ce que vous êtes déjà en train de faire. D'abord, il faut être clair. Les chefs de partis politiques ne peuvent pas tout seuls empêcher ce régime-là de foncer vers la mise en place de sa cinquième république. Vous avez bien entendu, j'ai dit sa cinquième république, parce que ce n'est pas la cinquième république du peuple. Et par conséquent, nous sommes conscients de ce que c'est le peuple. Je ne veux même pas dire que c'est avec le soutien du peuple, mais c'est le peuple lui-même qui devra prendre ses responsabilités. Maintenant, pour que le peuple prenne ses responsabilités, eh bien, nous devons le conscientiser, le sensibiliser, hein, au maximum. Et c'est ce que je fais quand je suis à l'Assemblée, que je donne des informations sur comment les choses se passent. Je contribue à renforcer sa conviction que nous avons en face de nous des gens indécrottables qui ne peuvent pas faire la démocratie, qui n'ont pas cette capacité-là à faire la démocratie. Et donc, je contribue à créer les conditions pour qu'ils agissent. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que vous allez contribuer à élire le président de la République fantoche, hein, le prochain président de la République fantoche, ma réponse, je pense que vous la connaissez d'avance. Elle est très claire. C'est non. C'est non. Si vous me demandez, est-ce que vous allez être dans l'Assemblée et puis écouter tranquillement qu'on vienne vous lire la lettre par laquelle UNIR informe l'Assemblée, comme il est dit dans cette constitution de la Cinquième République là, que c'est leur président qui sera qui est choisi comme étant président du Conseil des ministres sans que je ne puisse rien faire. Ma réponse est non. Pour le reste, permettez-moi, pour des raisons d'efficacité, de ne pas vous dire qu'est-ce que je vais faire précisément. Hein? Bien Mais sûr, madame. Bien sûr, madame. Vous n'allez pas révéler le le peuple aussi prendra ses responsabilités le voilà. jour-là pour qu'il ne soit pas dit dans le monde entier que les Togolais ont croisé les mains et ont regardé faire, ont regardé achever ce coup de La force mise à constitutionnel. mort de la République. Tout ce que nous faisons, c'est que ce régime écoute enfin la voix des Togolais, reviennent en arrière et se disent stop, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer parce que le peuple souverain, là, au-dessus duquel nous ne sommes pas, ne veut pas ça. Personne n'est au-dessus du peuple. Personne D'accord. n'est D'accord, au-dessus. madame. D'accord, madame la Surtout pas députée. un régime que le peuple conteste. Merci beaucoup, madame la députée. Alors, et Moi, ce n'est pas de j'aimerais... l'opportunisme parce que j'ai lu, Oui. j'essaye de Non, lire mais les commentaires. ne vous concentrez pas trop. On va relayer les Je questions pense que c'est dans de les commentaires. l'opportunisme, c'est de la stratégie politique. Ce n'est D'accord. pas de Bon, l'opportunisme. Voilà. on va relayer un peu les questions. Mais c'est vrai que vos réponses ne nous conviennent pas totalement parce que, Ouais. voilà, pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit,
Vous êtes d'accord qu'il y a une captation de l'État aujourd'hui au Togo, que en 20 ans ou en 30 ans, pardon, de lutte que vous avez menée, il y a eu quand même, on va dire globalement, il y a eu l'échec de la lutte puisque on n'a jamais eu obtenu l'alternance. Puisque au départ, c'est l'alternance, le but initial de la lutte, dès 90 déjà. Donc que depuis 35 ans, on n'a pas eu cette alternance-là. Au contraire, on voit, hein, comment dire, l'état de droit qui s'érode de plus en plus, au point où aujourd'hui, il y a des groupes de personnes qui se sont rassemblés pour modifier, pour changer la Constitution, pour nous faire passer d'une république à une autre, et personne n'a bougé. Au point où nous avons, comment dire, des privatisations frauduleuses de sociétés publiques et personne ne bouge. Quand je dis personne, j'inclus aussi bien les partis politiques et leurs leaders, j'inclus les sociétés civiles, mais également le peuple en tant qu'entité. Nous avons eu une érosion de l'état de droit à tel point qu'on arrête, on emprisonne des personnes, et vous y compris, on vous a même arrêté vous-même. On agresse des politiques, on arrête des gens pour des délits d'opinion. Des gens sont gardés, vous êtes juriste, et des gens sont gardés en détention préventive depuis des années, c'est-à-dire même sans avoir été jugés. C'est-à-dire que, quelque part, est-ce que vous ne pensez pas vraiment que, au point où nous en sommes, il n'y a plus de possibilité que cet État-là puisse revenir en arrière, comme vous l'avez dit, et revenir à la raison. Parce que nous avons atteint le paroxysme de la violation des droits des citoyens. Nous avons atteint le paroxysme de la mise à mort de la République. Aujourd'hui, au Togo, nous reconnaissons tous qu'il n'y a plus de République en tant que telle, qu'il n'y a plus de République. Donc, moi, la question que je voudrais vous poser pour finir avec ça, c'est que quel consensus vous voulez trouver aujourd'hui en tant que politicien avec d'autres partis politiques? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de consensus autour d'une stratégie unique et de rassembler toutes les stratégies. Mais aujourd'hui, 20 ans ou 35 ans après la lutte, quel encore consensus est-il possible de créer? Moi, personnellement, je ne pense qu'il n'y en a plus. Ou alors, il faut vraiment donner la place au peuple de s'exprimer et confier les rênes de cette lutte-là au peuple. Donc, quelle est la... Voilà. Et je voudrais aussi ajouter qu'aux dernières élections législatives, vous avez remarqué comme moi qu'il y a eu plus de 70% d'abstention. Donc, il y a une vraie perte de confiance du peuple dans la politique, dans la chose publique. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire encore au peuple pour regagner sa confiance et surtout le mobiliser derrière des entités qui, en 35 ans, ont prouvé qu'ils n'étaient plus efficaces? Passez-moi le mot. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui de façon politicienne, voilà, ou juridique pour amener ce pouvoir en arrière? Parce que nous, on a l'impression que c'est impossible de ramener encore cet État, ce pouvoir en place à la raison. Et que la seule solution aujourd'hui, c'est un soulèvement du peuple. Maintenant, on comprend que vous, en tant que responsable politique, c'est les tests qui le disent. Ce n'est pas Djitri ou Milawe qui le disent, mais les tests vous interdisent à vous d'appeler à la révolution. On le sait. Le test vous interdit à vous d'appeler à l'insurrection. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on est arrivé à la limite de tous les moyens qu'on peut exercer, toutes les pressions qu'on peut exercer sur ce pouvoir pour le faire changer de façon légale ou bien de façon juridique ou de façon, comment dire, la plus propre possible? Est-ce que vous reconnaissez cela? Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'échec de la lutte. Permettez-moi de relativiser cette expression-là et de voir les choses autrement. Moi, je vois la lutte comme une continuité. Et on ne peut pas encore
parler d'échec, à la limite, on peut interroger les stratégies que nous avons utilisées jusque-là et se demander comment les améliorer pour que la lutte se poursuive et soit plus efficace. Parce que il ne faut pas forcément penser que une dictature, on la chasse en 1 an ou 2 ans. Ça peut prendre du temps. Le fait que notre lutte soit longue ne doit pas non seulement nous décourager, mais doit nous amener à tirer leçon à des étapes précises, tirer leçon de nos expériences. C'est pour ça que moi, je voudrais positiver en ne parlant pas encore d'échec de la lutte, dans la mesure où nous sommes encore dans la lutte et nous croyons encore en cette lutte-là. C'est le peuple qui aura le dernier mot. C'est le peuple qui aura raison. Tant que nous restons déterminés, que nous évaluons nos stratégies, que nous les réajustons, le peuple aura le dernier mot. Est-ce qu'il y a la possibilité que ceux qui nous gouvernent là, par la force, reviennent à la raison? Moi, je voulais vous faire observer que, par exemple, au début des années 90, si on a pu faire revenir à la raison, faire plier le général Eyadema, c'est que on a utilisé à la fois la négociation, mais aussi la rue. C'est les meilleures conditions pour pouvoir faire revenir à la raison un régime. Maintenant, s'il ne veut pas revenir à la raison, mais il aura ce qu'il voudra et ce qu'il voudra. Ça veut dire qu'il aura choisi que ce soit la rue qui prenne le dessus sans le contrôle des politiques. Donc, je voudrais que nous apprenions aussi un peu de notre passé en nous disant, oui, aujourd'hui, on est arrivé, comme vous l'avez décrit, à un stade où tout est en déliquescence. Le peu d'acquis que nous avions, que nous croyions avoir, eh bien, ça a été récupéré. On ne comprend même pas comment le pays arrive encore à fonctionner. Mais les leçons qu'on doit en tirer, oui, c'est que les populations doivent prendre leurs responsabilités. Il faut une lutte citoyenne. Et le régime l'a si bien compris que, eh bien, il a anticipé en verrouillant les choses, en empêchant toute possibilité de rassemblement. Mais permettez-moi, pendant que je répondais là, il y a quelque chose qu'il faut que je dise avant que ça ne m'échappe, au sujet des élections. Si ce que nous faisons jusqu'à présent était totalement inutile, pourquoi est-ce que le régime aurait senti ce besoin-là de faire ce coup d'État constitutionnel qui l'amène à supprimer carrément les élections présidentielles? C'est parce qu'il sait que les dernières élections présidentielles ont failli lui porter un coup fatal en 2020. Et nous avons résisté. Et la contestation à partir de maintenant, la manière dont nous avons résisté jusqu'à maintenant au dernier coup électoral a affaibli ce régime. Quoi qu'on dise, tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'a aucune légitimité, qu'il est là, il s'est maintenu
par la force, il n'a pas gagné les élections. Au point où il se dit, ça va être difficile hein, de refaire le même coup. Hein. Et c'est ce qui a expliqué qu'il est pensé de manière simpliste qu'il suffit de supprimer hein, l'élection du président de la République par les Togolais. C'est aussi ça qui lui a fait penser que le référendum qui est prévu dans la Constitution pour pouvoir opérer le changement qu'ils veulent faire sur l'élection et qui touche à l'élection du président de la République, eh bien, c'est aussi ça, c'est cette peur-là qui les a amenés à dire on ne fera pas de référendum. Maintenant, c'est à nous d'en tirer la leçon pour dire ce que vous ne vouliez pas. La résistance du peuple, on va la construire. Mais construire la résistance du peuple ne peut de grâce pas amener à avoir une position de principe qui dit les élections, on laisse de côté. Dans la mesure où ça peut nous offrir des opportunités aussi pour une résistance plus forte. Ça peut nous offrir des positions que nous utilisons comme des bastions du combat que nous menons. Maintenant, pour la question du consensus politique, j'ai parlé de consensus qu'on peut remplacer par un nouveau contrat social au terme de notre lutte, parce que de toute façon, il faut en arriver à ça. Il y avait un contrat social. Au terme de la lutte, madame, vous avez dit. Au terme de la lutte. Donc le consensus, voilà, donc le consensus à l'heure actuelle n'est plus possible. Donc vous reconnaissez que le consensus à l'heure actuelle entre les politiciens de tous bords n'est plus possible. Non, voilà, le consensus qu'on peut essayer de bâtir aussi, c'est un consensus uniquement entre les forces du changement pour nous mettre d'accord sur les stratégies à utiliser. Maintenant, si en maniant la force du peuple et en même temps la discussion avec le régime, eh bien, ça peut nous conduire comme on l'a fait au début des années 90 à signer un accord et à tirer des leçons de ce qui n'avait pas marché pour que cette fois-ci, cet accord-là marche. D'accord, moi, je ne l'exclus pas totalement. Ok, d'accord, excusez-moi. Le fait tout, si ça ne marche pas, eh bien, ça veut dire que le régime aura choisi que ce soit la rue qui le chasse. D'accord, madame. J'entends un peu votre raisonnement. J'entends votre raisonnement. C'est-à-dire que c'est un peu la stratégie pas du moins pire, mais c'est la stratégie d'essayer de faire en sorte que on essaie encore une dernière fois, et cette fois-ci, si ça ne marche pas, ben, ça sera comment ça s'appelle? Ce sera la foudre va se déchaîner contre ce régime. Je le comprends. Oui, mais faisons en sorte que ça se déchaîne. Si ça ne marche pas aussitôt après, faisons en sorte que ça se déchaîne. D'accord. Donc, mais ça, c'est votre position. Mais est-ce que vous comprenez aussi beaucoup de nos compatriotes qui sont en train de se dire que on n'a plus besoin de passer par cette étape-là pour que ça se déchaîne? Est-ce que vous comprenez ça aussi? Je les comprends tout à fait. D'accord. Je les comprends tout à fait. C'est pour ça que je pense que c'est important que nous dialoguions pour nous entendre sur quelque chose, sur comment articuler les différentes stratégies de lutte qui s'offrent à nous, en ayant conscience des faiblesses et des avantages des unes et des autres. C'est important que nous parlions. Et c'est l'intérêt que je trouve, le très grand intérêt, et la motivation personnelle que j'ai à discuter
avec vous aujourd'hui. Parce que je considère, et je l'ai dit, vous avez atteint un niveau de prise de conscience qui fait de vous des éclaireurs et Merci. qui vous impute une certaine responsabilité pour que nous gagnions la lutte collective. Et cette responsabilité-là, c'est de voir, ça devrait nous amener aussi à nous interroger sur les 70% d'abstention aux dernières législatives là. Oui, comment on en est arrivé à ça? Parce que la plupart des Togolais sentent confusément des choses. Mais est-ce qu'on les a aidés à construire de manière logique et réfléchie ce qu'ils ressentent? Est-ce que on ne pouvait pas utiliser autrement les 70% d'abstention là pour faire en sorte que, à l'occasion de ces élections législatives passées, que on puisse se débarrasser définitivement de ce régime comme nous le souhaitons? C'est là où nous devons nous parler et continuer à nous parler jusqu'à ce que nous arrivions à quelque chose qui permette à chacun de jouer sa partition, de faire sa part. D'accord, d'accord, madame. Mais vous comprenez aussi que certains de nos compatriotes, beaucoup de nos compatriotes nous disent que, en termes de dialogue, il y a eu plusieurs dialogues avec ce pouvoir qui n'ont pas été fructueux, qui n'ont pas porté leurs fruits. D'accord? Et j'espère que vous le compreniez, ça. Que aujourd'hui, il est impossible pour un Togolais conscient de parler encore de dialogue avec ce pouvoir. À la rigueur, on peut parler de dialogue au sein des mouvements de l'opposition, c'est-à-dire peut-être les mouvements traditionnels, les partis politiques traditionnels et les mouvements qui se créent, qui sont en train de naître là. Entre parenthèses, je ne vais pas faire la publicité pour notre mouvement, mais c'est le Train de la Liberté que vous connaissez très bien, et, qui donne la parole au peuple, qui est dirigé par donc, deux leaders assez charismatiques, M. Marc Nda et M. Légende de la diaspora. Je ne me permets pas de donner son nom à l'état civil, mais est-ce que vous croyez, vous, au fond de vous, qu'un énième dialogue, je ne sais pas, hein, un dialogue avec ce gouvernement peut encore donner quelque chose? Je comprends votre position, qui est un peu dans la dilemme, vous êtes un peu dans le dilemme stratégique. Je conçois que vous ne pouvez pas, vous, en tant que leader politique, en tant que député qui plus est, appeler à la révolution, à une insurrection, à la révolution populaire, à un soulèvement populaire, parce que c'est contre l'ordre public. Mais comprenez-vous les compatriotes qui nous disent qu'aucun dialogue avec ce pouvoir en place n'est plus possible aujourd'hui? Je les comprends, mais de la place où je suis là, dans ma position, je voudrais les emmener à plutôt se poser la question de savoir quelles sont les conditions dans lesquelles le dialogue peut réussir. Et je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de ce que nous avons obtenu au début des années 90. Et j'ai observé que à chaque fois, les négociateurs, bon, certains sont encore en vie aujourd'hui, même si nous en avons perdu beaucoup, mais quand le rapport de force est établi en faveur du peuple, quand le peuple dans la rue arrive à s'imposer au point où il fait plier l'adversaire commun, eh bien, l'une des leçons qu'il faut tirer aussi, c'est que il ne faut pas que cette pression baisse jusqu'à ce que on ait obtenu ce qu'on veut pour que, eh bien, le changement que
le peuple souhaite puisse, arriver. Imaginez un instant dans la situation actuelle de la Turquie. Les gens qui sont dans la rue veulent le départ du régime actuel. Mais si la pression se maintient, on peut penser que il puisse arriver un moment où le régime est compris et ait besoin de négocier, ne serait-ce que pour que sa sortie ne lui soit pas totalement préjudiciable, pour prendre quelques garanties et libérer le peuple. Vous pensez que on ne le ferait pas dans ces conditions-là? Mais les conditions sont réunies pour que les négociations soient en faveur du peuple. D'accord, d'accord. C'est un peu de cela qu'il s'agit. Il y a des logiques, il y a la logique citoyenne qu'il faut utiliser à fond, tout en n'oubliant pas que nous sommes aussi dans un domaine éminemment politique et que on ne peut pas bannir un dialogue qui soit un véritable dialogue, mais un dialogue qui soit d'égal à égal, hein, et qui permette vraiment que on fasse prévaloir la volonté souveraine du peuple. Je vous entends, madame. Merci. Merci. Je vous entends, hein, mais je pense qu'on devrait quand même aussi laisser la place au peuple qui, lui, croit qu'il ne puisse plus y avoir de vrai dialogue avec ceux. Oh. Donc, je vous entends que... C'est le régime qui choisira. S'il s'entête, on va y arriver. Le peuple choisir c'est un mot. Voilà, choisir, c'est un grand mot. Il n'aura plus le choix, vous voulez dire. C'est qu'il n'aura plus le choix, voilà. Il n'aura plus le choix que de se plier. Il aura voulu. Voilà, implicitement, il aura voulu. Mais en tout cas, on entend votre position, mais on va évoluer. Mais ce que moi je retiens surtout, c'est que vous appelez le peuple à prendre sa responsabilité. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, et vous encouragez. Voilà. Chacun dans sa position. Et bravo pour ce que vous faites dans ce sens. Merci. Mais on va continuer. Pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. D'accord. Voilà. Des alliés objectifs. Voilà. Un peu de discernement pour ne pas affaiblir ceux qui sont des alliés objectifs. Oui. Vraiment, merci pour cette phrase. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de personnes qui sont dans cette lutte-là. Là, je pense que vous avez résumé à peu près naturel. Je dirais plutôt allié naturel. Mais objectif aussi convient. Hein. Objectif aussi convient. Naturel aussi. Naturel aussi et objectif. Moi, je pense que les deux conviennent parfaitement. Mais on va avancer un peu. C'est un débat qui est sans fin, mais on va avancer un peu. Mais on comprend votre position. Et on sait surtout que vous appelez le peuple à prendre ses responsabilités. Maintenant, moi, je voudrais, aborder avec vous quelques éléments en tant que financier. D'accord? Vous avez dû lire, je ne sais pas moi, dû voir les sorties récentes sur la dette du pays. Nous avons une dette à ce jour de plus de 4 000 milliards de francs CFA aujourd'hui. Et ça, c'était au mois de septembre. À fin septembre, on était à 4 069 milliards de francs CFA de dette. Les documents officiels sont là. Et nous avons ici, sur ce panel, nous faisons une sorte de veille et nous avons vu que sur les marchés financiers, il y a eu 323 milliards de francs CFA de dettes qui se sont accumulés depuis le 1er janvier 2025. Voilà. Nous voulons savoir, vous qui êtes député, est-ce que, parce que votre rôle aussi, c'est le contrôle de l'action de l'État, est-ce que vous êtes dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales pour suivre la gestion de cette dette et savoir au minimum qu'est-ce qui a été fait en 20 ans avec cette dette? Parce qu'il faut rappeler que
quand le président Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir, la dette du Togo était à un peu moins de 1000 milliards. Et qu'au bout de 20 ans de sa gouvernance, on a multiplié cette dette par 4. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on multipliait cette dette par 100%, quoi. Donc aujourd'hui, on est passé de 1000 milliards il y a 20 ans à 4000 milliards. Donc on a multiplié la dette par 4. On n'a pas eu 4 fois plus d'universités, on n'a pas eu 4 fois plus d'hôpitaux, on n'a pas eu 4 fois plus de routes, on n'a pas eu 4 fois plus de laboratoires scientifiques, on n'a pas eu 4 fois plus d'écoles de formation professionnelle ou au métier industriel. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer l'aggravation de cette dette publique? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais ajouter au constat que vous avez fait, je voudrais vous rappeler qu'on est même passé par l'initiative PPTE, hein, pays très pauvres, pays pauvres et très endettés. Très endettés, exactement. Oui. De la Banque mondiale et FMI. Ça n'a servi absolument à rien. Ça n'a pas empêché la dette de remonter et très rapidement. Et les fonds qu'on était censés utiliser pour développer les pays là, les pays qui bénéficient de cette initiative, comment ça nous a servi? À quoi ça nous a servi? C'est un problème que j'ai posé pendant l'analyse du budget 2025 là au cours de la dernière session de l'année dernière, et ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons refusé de voter ce budget. On a voté contre le budget. Et si vous vous souvenez, on avait même organisé déjà une conférence de presse en début janvier. Exactement. Où on a rendu compte de toute cette session budgétaire-là. On a souligné les anomalies. Je pense que notre problème, c'est l'opacité, c'est la mauvaise gestion, c'est la corruption. Oui, comme vous, j'ai constaté aussi que depuis janvier, mais on n'arrête pas de nous endetter encore. Et ce problème, cette question-là, je l'ai posée à Madame le Premier ministre quand elle est venue au Parlement chercher le quitus. Je lui avais dit, mais vous avez fait un bilan de la gestion, vous évoquez des perspectives très reluisantes. À vous entendre, c'est la même chose, hein. Parce que quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que, oh, au Togo, là, on est très bien gouverné, tout va bien. Sauf que ce qu'on vous dit, ça ne se concrétise jamais. Et l'une des questions que je lui ai posées, c'était de savoir, mais comment vous comptez, où comptez-vous trouver de l'argent pour faire tout ce que vous projetez là? Vous allez continuer encore à endetter le pays dangereusement comme vous le faites? Mais elle a répondu avec, je dirais, beaucoup d'aplomb, et je ne veux même pas parler d'arrogance pour qu'on ne dise pas que je tiens des propos outranciers, mais elle a répondu que comment s'endetter n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, tous les pays développés s'endettent. Et puis, dans tous les cas, les élections législatives qui sont passées ont montré que les Togolais adhèrent massivement à la gestion du régime. Le pays est calme, donc tout va bien. Ce qui est faux. C'est ce qu'elle m'a exactement à la figure.
Ça veut dire Et qu'ils je sont, ça veut voulais dire énoncer ils sont totalement dans le déni, quoi, en fait. absolument, absolument, dans le D'accord, déni, ok. dans un autre monde. On se demande si c'est dans le même Togo là que eux aussi vivent, hein. Effectivement, c'est des gens qui vivent cloisonnés. C'est des gens qui ne se mêlent pas à la foule, ne se mêlent pas à la communauté au quotidien, comme on le voit ailleurs. Et donc, ils ne savent pas. On peut se demander s'ils savent vraiment comment les Togolais vivent, quels sont les problèmes des Togolais. Donc, moi, je pense que ce que vous faites là est très bien. Il faut que le maximum de Togolais dénoncent, dénoncent les choix économiques, les choix financiers qui sont faits et qui conduisent le pays dans l'abîme. On est déjà, je me demande si on a quitté le bord de l'abîme et on est en train de s'enfoncer. Vous pouvez vous imaginer, vous initiez un projet de réhabilitation d'infrastructures urbaines. Hein. On veut réhabiliter plus précisément 14, et quelques kilomètres de route et on ajoute dans le titre du projet pour le bien-être des populations. On a commencé depuis 4 ans et les routes sont impraticables. À cause de ces travaux, certains Togolais n'ont plus d'électricité dans leur maison parce qu'on a déplacé les réseaux. Et on a été obligé d'abandonner parce que l'étude préalable avait été mal faite, parce que il n'y a plus d'argent pour payer hein, les sociétés, les entreprises qui font les routes et à qui on doit 1 milliard pour certains, un peu moins pour d'autres, depuis 1 an parfois. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. Où est passé l'argent qu'on avait prévu pour faire ces travaux? Mais c'est exactement ce qui se passe en général pour ces dettes-là qu'on contracte. Malheureusement, on ne les gère, on a beau dire que c'est pour des investissements, on ne voit pas les résultats de ces investissements. Et personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété. Donc, il faut que nous, citoyens, que nous prenions nos responsabilités et qu'on dénonce pour qu'ils voient que nous voyons très bien, nous sommes au courant de ce qui se passe et nous n'acceptons pas. Il y a des ministères, quand la Cour des comptes, une institution qui est dans ses prérogatives, fait son travail, mais des ministères qui refusent de collaborer. La Cour l'a mentionné. Et ce n'est pas seulement à ce niveau, même au niveau de l'Assemblée, dans les législatures passées. On a vu comment des membres du gouvernement qui ont été interpellés n'ont pas daigné répondre. Et on va voir ce qui va se passer cette fois-ci encore. Parce que comme je l'ai dit, eh bien, dès l'ouverture de cette première session de l'année, j'ai déposé des questions écrites. On va voir le traitement qui va leur être réservé. Oui, madame, justement, comme vous avez fait des demandes écrites voilà, Oui, au gouvernement, et oui. lorsque, voilà, c'est pas la chef de gouvernement, on serait là pour répondre. Et moi, je voudrais vous passer à lui demander comment se fait-il que le gouvernement est dans ce que nous on appelle la cavalerie financière ou encore l'effet de boule de neige. Ils vont aller prendre de la dette auprès du FMI pour rembourser la dette de la Banque mondiale. Comment ils arrivent à fonctionner comme ça? On ne gère pas un pays comme ça.
Parce que tous les rapports, tous les documents financiers, économiques sur le Togo, c'est incroyable. On ne comprend pas, on ne gère pas une nation comme ça, un pays comme ça. Ouais. Moi, je pense que oui, les premiers responsables à qui nous devons nous en prendre, c'est les autorités togolaises. Mais il faut avouer qu'il faut questionner tout le système et se demander s'il n'y a pas de complicité externe ou à défaut, au moins, des complaisances, une forme de complaisance coupable. Parce que ces problèmes-là dont nous parlons n'empêchent pas qu'on produise des rapports dans lesquels on essaye de faire croire que les autorités togolaises sont de bons gouvernants. Et ceux-là euh, qui prêtent de l'argent, c'est à croire que leur seul souci, c'est de servir les intérêts étrangers pour lesquels ils sont là. Justement. Oui. Et donc, quand nous dénonçons, nous nous en prenons à nos responsables, il faut qu'on commence à questionner le système aussi pour qu'ils sachent très bien que nous comprenons ce qui se passe et qu'on ne peut pas continuer de la sorte. Voilà. Voilà, donc justement, parlant de la dette, voilà, ils prennent de la dette pour dire qu'ils vont réaliser hein, des projets, voilà, des éléphants blancs, des projets gigantesques, ils vont faire ceci, ceci. Et justement, dans le rapport de la Cour des comptes sur l'exécution du budget exercice 2022, la Cour des comptes indique que le ministère de la Santé, hein, dans son rapport annuel de performance, et affirme avoir construit des CMS alors que les travaux n'ont pas été réalisés. Et la Cour des comptes donne l'exemple du CMS d'AREP, Centre médico-social. Donc, voilà, je sais que vous avez parlé de votre rôle au début. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à mener une action en lisant ce rapport. Moi, j'aimerais savoir, qu'avez-vous fait, mais quelle action avez-vous entreprise face à ce détournement de fonds publics? Puisque la Cour des comptes dit que voilà, le ministère dit, le ministère de la Santé, oui, j'ai construit des CMS. La Cour des comptes dit non, qu'il est allé vérifier, non. Les travaux n'ont pas été réalisés, rien n'a été fait. Mais l'argent, il est passé où? Et vous, en tant que représentante du peuple, comme vous nous représentez là-bas, nous, on voudrait savoir. C'est-à-dire, il faut. On ne comprend pas qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable, le denier public, et en faire n'importe quoi. Vous avez totalement raison. Et l'une des questions écrites que j'ai envoyées concerne justement les CMS, la situation des CMS. Et j'ai demandé qu'on nous fasse la situation, en même temps que j'ai demandé on nous montre quel est le plan que l'on a pour faire en sorte que les CMS puissent être vraiment opérationnels et remplir leur rôle dans la prise en charge de la santé des Togolais. J'ai posé cette question-là à partir de la visite que j'ai eu à faire du CMS de Kodjovia Kopé, où ce que j'ai observé là-bas à Lomé est vraiment inacceptable et montre que non seulement on n'avance pas, mais on recule. On peut même dire que dans ce domaine-là aussi, on recule. Parce que ce CMS-là est dans un état actuel qui montre que il a été laissé à l'abandon, que personne ne se préoccupe des conditions dans lesquelles les Togolais se soignent. Maintenant, c'est la même chose. Donc, après mon passage,
Et il y a eu une avalanche de réactions et notamment le gouvernement fait savoir que, par exemple, pour le CMS de Cordovia Copé, 50 millions de francs CFA ont été programmés pour le réhabiliter. Mais depuis plusieurs mois, parce qu'il me semble que c'est en début d'année que j'ai fait cette visite-là, il n'y a rien qui ait bougé. On est venu juste verser un camion de sable et un peu de gravier, il me semble, d'après le suivi que j'ai fait. Mais c'est tout. Ça reste dans cet état-là. La porte qui ne se ferme plus, au moins on n'a pas le réflexe de dire on va commencer les travaux. Mais mettons au moins le portail pour que les gens soient en sécurité, que n'importe qui ne puisse entrer et porter atteinte éventuellement à la sécurité des malades qui viendront se faire soigner là-bas. Donc, vous posez la question de savoir qu'est-ce que je compte faire pour le détournement des fonds publics qui auraient pu servir à construire des CMS. Et Oui. vous prenez l'exemple de AKP. J'ai commencé à faire quelque chose. Ensemble, continuons à dénoncer. Que vous dénonciez, ça contribue quand même à leur faire comprendre qu'il y a une limite qu'il ne faut pas atteindre. Vous avez remarqué que, par exemple, dans les dénonciations que notre compatriote Ferdinand Ité fait souvent, dans beaucoup de cas, ils ont réagi pour redresser certaines choses. Moi, je ferai ce que je peux comme député. Je rassemblerai des informations. Je suis à la recherche d'informations sur cette question de détournement-là. Mais en dehors d'une interpellation qu'on peut faire dans l'hémicycle, eh bien, il faut que d'autres actions convergent à faire peur et à faire en sorte que le gouvernement puisse dire et attention, on va trop loin. Et je peux vous dire, il y a des petites choses qu'il faut faire et qu'on ne fait pas et qui démontrent qu'il n'y a pas une volonté politique réelle de combattre ces détournements. Regardez, la déclaration des biens, par exemple, qui est prévue pour tout Togolais qui accède à certains postes de responsabilité. Vous avez vu comment ce qu'on en a fait? On a demandé, et finalement, on a dit, c'est le H-Kroun médiateur de la République. Voilà, c'est le médiateur de la République. Le médiateur de la République qui va accueillir la déclaration des biens. Et on a trouvé le moyen d'aménager le truc de telle sorte que ça soit un secret d'État. Oui. Et ce faisant, on détourne cette exigence-là de sa finalité. Il faut pouvoir permettre aux citoyens de contrôler. Il faut leur donner les moyens de contrôler ceux qui sont mis à des postes de responsabilité pour empêcher qu'ils ne s'enrichissent pas, justement, à travers les détournements des biens publics. Mais ici, au contraire, on a aménagé pour que, même si vous avez fait la déclaration de biens, ça reste un secret. Vous pouvez toujours continuer à détourner. C'est si un beau jour, il y a une volonté politique de mener une action, ce que moi je trouve totalement illusoire, parce que vous avez vu, quand on a créé la Alpucia, là, oui, Alpucia, la haute autorité pour l'accent sur le pouvoir
de poursuivre ceux qui sont auteurs de corruption ou de détournement de biens. Tout ça est lié. Non, au contraire, on nous berne d'illusions, on croit nous flouer en disant il faut faire la sensibilisation, il faut faire la prévention. On va sensibiliser, prévenir tout le temps pendant qu'on laisse les privilégiés continuer à détourner pourvu qu'ils fassent allégeance politique, pourvu qu'ils ne montrent pas qu'ils ont des ambitions quant au siège qu'on occupe pour continuer à dominer, à servir, à affaiblir, à affamer les Togolais. Donc, ça aussi, c'est une responsabilité collective, chacun jouant sa part. C'est un peu la réponse que je peux vous donner, tout en félicitant ceux qui, dans ce contexte-là d'opacité, en même temps de pression, ceux qui arrivent à avoir le courage encore de faire leur rapport, de faire leur travail. Et je veux dire, ceux de la Cour des comptes qui ont le courage de sortir ces rapports-là. Hein, Et l'IGE aussi, voilà, qui sort des rapports qui... Oui, l'initiative pour la transparence. Donc, voilà, justement, et dans le conseil du rapport de l'exécution pour le budget investi 2022, on a remarqué aussi que le ministère chargé du désenclavement des pistes rurales, voilà, la Cour souligne que ces pistes sont dans un état de dégradation avancée et impraticable en raison de l'utilisation de matériaux inappropriés tels que le sable et l'argile au lieu de la latérite. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai été choqué parce que on vous donne de l'argent public de construire des routes, des pistes rurales, et vous prenez du sable. C'est incroyable, quoi. Moi, je suis choqué de dire, mais on est où? Et comme vous le dites, voilà, l'impunité est là, on ne poursuit personne en justice. Ce qui compte, c'est les commissions. C'est les commissions que vous allez prendre. Moi, j'ai bien compris quand j'ai fait cette visite-là de chantier laissé inachevé dans la capitale. J'ai décodé entre les mots que, bon, la pratique des commissions n'est pas, elle n'est pas étrangère à cette situation-là. Et ce qui se passe, c'est que les entreprises, pour obtenir les marchés, sont obligées d'accepter. Elles acceptent autant qu'on leur demande, mais ce qui reste là, on fournit la qualité de travail qu'on peut faire avec ce qui reste. Tant pis, parce que les entreprises ne veulent pas être perdantes. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là aussi. Et il y a quelque chose à faire pour que les marchés soient gérés de manière transparente. Parce que si c'est transparent, vous pouvez refuser de donner des commissions si vous savez que de toute façon, vous êtes les meilleurs et que c'est vous qui serez sélectionnés. Mais le problème, c'est que les choses se déroulent dans des conditions telles que ce ne sont pas forcément les meilleurs qui sont sélectionnés si vous refusez de jouer le jeu des commissions. Donc, il y a un travail. C'est un travail, un gros travail à faire. Il y a du pain sur la planche. Voilà. Pour aller aller vite, voilà, il nous reste 14 minutes, voilà, jusqu'à la fin de cet entretien sur le rapport de l'ITUE 2022.
Quand vous avez lu ce rapport, quelles sont vos remarques sur ce rapport de l'ITIE, sur la gestion de nos ressources minières? Ça m'a confirmé une chose. Ce que ça m'a confirmé, c'est que les Togolais ne profitent pas en réalité des ressources dont regorge notre pays et dont ils sont les véritables propriétaires. Ça me l'a confirmé parce que je l'avais déjà remarqué au moment de l'exercice d'adoption du budget 2025, où nous avons vu que nos entreprises là, qui exploitent nos ressources, ont une contribution vraiment insignifiante au budget de l'État. Et ce qui est grave dans ce que le rapport de l'ITIE nous révèle, c'est que concernant l'or, par exemple, vous avez vu la quantité d'or qu'on sort de ce pays, qu'on exporte sans qu'on ait la preuve que des taxes ont été payées sur Justement. cette exportation-là. Vous vous imaginez et ce que ça aurait apporté comme contribution pour implanter sur tout le territoire des CMS dignes de ce nom, des écoles dignes de ce nom pour épargner nos citoyens togolais de cette situation dans laquelle ils se trouvent où on meurt souvent pour des maladies qu'on sait soigner parce qu'on n'a pas les moyens, ou même des murs d'école peuvent tomber et tuer des élèves, ou des élèves étudient encore sous les arbres et ne peuvent pas faire école, ne peuvent pas faire cours quand il pleut. Et tout ça là, on se comporte, ceux qui sont au pouvoir se comportent comme si cette situation était une fatalité, comme si ce n'est pas à eux qu'incombe la responsabilité de faire en sorte que qu'on y mette fin. C'est là où c'est révoltant. On comprend, on démonte les mécanismes, ce rapport-là démontre les mécanismes par lesquels on se retrouve dans cette situation pourtant considérée comme une fatalité, comme quelque chose auquel on ne peut rien. Les marchés qu'on construit ailleurs pour mettre les femmes dans de bonnes conditions de travail et que nous ne faisons pas ici. Pour nous construire un marché, c'est mettre des hangars. Et parfois, on construit des marchés dont les femmes ne veulent pas. Parce que ce n'est pas utilisable. Ça ne les arrange pas. On comprend comment on en arrive à ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous devons changer de gouvernance. Quand on dit qu'il faut changer ce régime qui nous gouverne depuis plusieurs années, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas les hommes et les femmes qui l'incarnent, mais c'est parce que leur gouvernance fait du mal aux Togolais. Et ça là, si on le comprend, si on insiste là-dessus de plus en plus dans nos sensibilisations, je pense que la minorité qui joue le jeu du régime là, même cette minorité, on va arriver à la convaincre de Oui, vraiment d'accord. Mais de si, trouver un peu plus de courage pour dire non. Parce oui, qu'il y a beaucoup qui disent non, hein, mais ils n'ont pas le courage de le dire fort et ils oui, prient tous les jours, chaque jour que Dieu fait pour que nous, notre combat aboutisse et qu'ils en oui. profitent.
Voilà, justement, il nous reste 9 minutes. Je voudrais vous poser deux questions, voilà, et sur le rapport de la Fondation Andonaya, voilà, une ligne de front avec le djihadisme dans le sable du Sahel. Et deux questions, puisque voilà, et en tant que représentant du peuple, avez-vous pris le temps de rencontrer les victimes des attaques des groupes terroristes dans le Kmengal à Mandjouri? Ou bien prévoyez-vous de le faire uniquement à l'approche des élections? La deuxième question, c'est que vous, bon, si je voulais parler de l'Assemblée nationale, a adopté une nouvelle prolongation de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes pour une durée de 12 mois à partir du 13 mars dernier. Cependant, le rapport de la Fondation Andonaya souligne que nos forces armées togolaises, c'est-à-dire les FAT, sont entravées dans leur intervention par l'état dégradé des infrastructures routières, rendant difficile leur assistance aux populations démunies. Bon, quelle est alors l'utilité de cette mesure dans ce contexte-là? Si, puisque voilà, on a vu malheureusement qu'il y a eu, on a eu à faire avoir des exécutions publiques dans les savanes, dans le rapport. Moi, ce qui m'a choqué tellement que voilà, j'ai été saigné, blessé en lisant ce rapport, en lisant ce que vivent nos compatriotes dans les savanes. C'est comme si ce sont les oubliés, on les a oubliés. C'est comme s'ils sont abandonnés. Vous, en tant que représentant du peuple, voilà, ce sont mes deux questions-là que moi je voudrais vous poser sur ce rapport-là. Voilà, il nous reste juste 7 minutes pour clôturer. Et Merci, voilà. merci infiniment pour cette question-là qui me permet de me prononcer sur ce sujet épineux et de rendre compte aussi en partie de ce qui s'est passé lors du débat sur la prolongation de l'état d'urgence. Et j'étais de ceux, la position que j'ai défendue et qui m'a conduite à ne pas voter cette prolongation-là, c'est que il faut nous assurer que d'abord cette prolongation est nécessaire, que le régime l'utilise à bon escient, hein, c'est-à-dire que ça permet vraiment de mener un combat efficace. Et j'ai dit, le gouvernement a demandé 12 mois. J'ai posé des questions pour lesquelles les réponses ne m'ont pas convaincu. Donnons 6 mois et prenons les dispositions pour qu'il y ait un contrôle parlementaire in situ, sur le terrain. Vous voyez que ça répond à votre question de savoir est-ce qu'on a rencontré des victimes des attaques. Une mission parlementaire sur le terrain aurait permis d'évaluer véritablement de manière objective et concrète la situation sur le terrain pour nous assurer que on ne donne pas un blanc-seing pour que le gouvernement fasse ce qu'il veut, pour nous assurer que ce qu'on nous dit dans les rapports, le rapport qui nous a été produit pour demander la prolongation, mais c'est un rapport éminemment positif. On ne dit que du bien de l'opération Kangouaré, on ne dit que du bien du programme économique et social qu'on a mis en place et qui a permis d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais en réalité, moi, je pense que en dehors de ces problèmes que j'ai posés là, le plus grave problème, la question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce que dans l'état actuel, avec la situation politique du Togo, les conditions sont réunies pour que, et notamment, il y ait la cohésion dont nous avons besoin entre acteurs politiques et de la cohésion sociale dont nous avons besoin pour combattre
victorieusement ce terrorisme-là, Ce fléau. cette attaque terroriste? La réponse, évidemment, est non. On a besoin que la population fasse corps avec nos forces armées, dont je veux saluer le dévouement et le sacrifice. Beaucoup parmi eux meurent sur le terrain, mais c'est des raisons qui doivent nous amener à créer des conditions favorables pour une lutte efficace. Alors, j'ai vraiment apprécié Merci. ce rapport-là, mais Est-ce- je constate avec beaucoup de déception que c'est qu'on a l'impression, il y a eu une réaction par article interposé qui s'attaque à ce rapport et qui dit voilà, on ne voit pas les succès de l'opération Kangwaré, on ne voit pas les succès, au lieu de se dire étudions ce rapport à fond. Et C'est grave. prenons ce que nous devons y prendre pour que notamment, par exemple, cette question des infrastructures et qui est abordée et qui est une question de bon sens. Comment y remédier pour créer les questions d'une lutte efficace? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que pendant les débats, bon, il y a eu la promesse que on organisera une mission parlementaire sur le terrain. Ce sera l'occasion de D'accord. voir les choses de Justement, manière Madame Adjamabou, justement sur cette question-là, moi j'aimerais bien avoir votre réponse sur cette question que j'ai envie de vous Guitry, il nous poser. reste 2 minutes. Hein. Oui, On est oui, une vite. dernière question. Voilà, une dernière question. Oui. Euh, Est-ce que vous nous confirmez que l'état d'urgence sécuritaire qui a été mis en place, qui a été voté par des parlementaires, hein, ça fait 2 fois qu'elle a été replongée, non? Qu'elle a été reconduite. 2 fois, de 18 mois à chaque fois. Donc on va dire qu'on y est depuis 3 ans. C'est de ça? 12 Non, mois. c'est 12 mois. 12 mois chaque fois. 12 12 chaque mois. fois. Donc on y est depuis 3 ans. Mm, 3 ans, on y est. mm. Vous nous confirmez ici, devant plus de 700 personnes qui nous regardent, hein, que depuis 3 ans, qu'on prolonge l'état d'urgence sécuritaire dans le nord du Togo, il n'y a pas eu une seule mission parlementaire qui s'est déplacée sur le terrain pour aller voir les conditions de vie de nos compatriotes? Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai constaté que le contrôle parlementaire systématique n'est pas organisé. Donc, et à entendre la manière dont on a répondu en disant, si vous voulez, on peut organiser une mission parlementaire, et à entendre la réaction que moi je trouve irresponsable hein, de l'assistance, c'est-à-dire ah, les gens veulent aller là-bas, en tout cas, ce n'est pas moi qui serai de la mission. Eh bien, moi je suppose que ce genre d'activité n'a pas existé par le passé. J'ai posé des questions précises. J'ai demandé quelle est la preuve